Le collectif des ressortissants du Nord-Coréen organise depuis ce matin un forum national sur la gestion de la crise dans notre pays. À la fin des travaux, la rencontre doit faire des propositions de sortie de crise. L'Agence française de développement vient d'accorder à notre pays un prêt de 25,6 milliards de francs CFA, un fonds qui servira à renforcer la fourniture d'eau dans le district de Bamako. Le marché de Gao vient d'être réhabilité par l'opération Serval à hauteur de 51 millions de francs CFA. Cette initiative permettra la relance des activités économiques au niveau de ce centre commercial. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du soir. Je vous le disais dans les titres, un forum national sur la gestion de la crise du Nord s'est ouvert ce matin à Bamako. Un rendez-vous de 2 jours qui vise à réfléchir sur l'évolution de la situation sécuritaire au Nord et faire des propositions de sortie de crise. À l'initiative du collectif des ressortissants du Nord, le forum se penchera sur plusieurs thématiques, notamment la paix et la sécurité, la gestion des populations en temps de guerre, ainsi que la place et le rôle des médias. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président de la République par intérim, professeur Djonkunda Traoré. Reportage Bourama Traoré. Il y avait une grande mobilisation ce samedi au Centre international de conférence de Bamako. Un beau monde réuni pour parler de la sécurité et de la paix au Mali. C'est à travers un forum national sur la gestion de la crise du Nord, une initiative du collectif des ressortissants du Nord. Le rendez-vous vise à construire une vision commune et partagée par l'ensemble des communautés du Mali. Ce forum constitue un atout majeur pour jeter les bases d'une compréhension réciproque de ce qui nous arrive. Pas aux seuls ressortissants, aux seuls habitants des régions nord de notre chère patrie. Il se veut comme un cadre d'intenses échanges pour examiner les tensions sociétales suscitées ou aggravées par la crise dans les régions du nord du Mali. Le Coran veut faire de ce forum une occasion d'analyse prospective qui permettront à l'avenir de mieux définir et asseoir la fonctionnalité du binôme sécurité et développement pour une solution définitive aux rébellions récurrentes dans le nord du pays. C'est donc parti pour 2 jours de réflexion et d'échanges à bâton rompu. Au total, 6 panels seront animés par d'éminents experts. Ils porteront sur les différents aspects de la crise du Nord, dont la gestion des populations en temps de guerre, la gouvernance et le développement local après conflit. Il sera également question de la justice, un élément sur lequel le Coran reste intransigeant. Il faut que justice soit faite et que l'impunité et la prime à la rébellion ne soient plus les viatiques du processus de réconciliation. Aucune personne, seule ou en association, qui qu'elle soit, où qu'elle se trouve, de quelque obédience qu'elle soit, ne doit être épargnée par rapport aux actes posés et jugés condamnables. Le Coran peut pardonner et pardonnera sûrement, mais il ne le fera pas sur le mensonge et l'impunité. Un avis entièrement partagé par le président de la République par intérim, le professeur Djonkunda Traoré avertit, nul ne sera au-dessus de la loi. Aucune partie du Mali ne sera plus une zone de non-droit. Il n'y aura plus de sanctuaires, pas plus que de Maliens au-dessus des autres, encore moins des activités mafieuses sur lesquelles la puissance publique fermera les yeux. Anticiper et réagir comme un État fort, telle est la leçon de la crise malienne et telle elle sera comprise et gérée dans l'avenir. Il ne faut pas en douter. Le dialogue ne sera ouvert qu'à ceux qui choisiront le Mali, dans son intégrité, dans sa laïcité et dans sa démocratie. Nous négocierons un républicain, un laïc, un démocrate, sans nous tromper de combat et de cible, sans aller vers les petits replatages qui feront les grandes tragédies de demain.
Les groupes armés sont donc avertis. Pour être éligibles au dialogue, le dépôt des armes est la condition première. Et dans les futurs dialogues intermaliens, le Coran doit jouer un rôle important selon le président de la République par intérim. Le chef de l'État fait ainsi allusion à la commission des dialogues et des réconciliations. Je suis venu ici aujourd'hui, mes frères et sœurs, pour vous demander, vous implorer même d'être une des locomotives de la commission dialogue et réconciliation. Renouant de ce fait, avec vos engagements et votre dédicace tout le long de la crise que nous vivons, qui va vers son dénouement, mais qui n'est pas irréversiblement réglée. Elle ne sera pas réglée sans vous. Elle ne sera pas réglée dans le boycott de la commission dialogue et réconciliation, qui n'est pas, vous le savez aussi bien que moi, une structure régionale, mais une structure nationale. Du côté du collectif des ressortissants du Nord, l'appel présidentiel est entendu. À en croire le président d'honneur du Coran, Ousmane Issoufi Maïga, les débats sur la composition de la CDR sont définitivement clos. Et l'association s'engage désormais à soutenir cette commission afin que les vivre ensemble redeviennent une réalité au Mali. La rencontre prend fin demain. Autre grand titre de ce journal, 25,6 milliards de francs CFA. C'est le montant accordé à titre de prêt par l'Agence française de développement à notre pays pour la fourniture d'eau au bénéfice des populations du district de Bamako. La notification du prêt ainsi que la signature de conventions pour la remise en état des infrastructures d'eau et d'électricité pour les villes de Gao, Tombouctou et Mopti ont eu lieu. Notre reporter Alousseni Touré était présent à cette cérémonie. Voici son reportage. La société EDMSA bénéficie d'environ 492 millions de francs CFA, tandis que la SOMAGEP voit tomber dans son panier la somme de 354 millions. Ces montants permettront à ces deux sociétés de procéder à la remise en état des infrastructures de production et de distribution d'eau et d'électricité dans les villes de Gao, Mopti et Tombouctou. Le Nord, c'est une priorité du gouvernement aujourd'hui, parce qu'il faut tout rétablir. Les infrastructures d'eau ont été détruites, les infrastructures d'électricité ont été détruites, il faut les rétablir. Des conventions viennent d'être signées entre la France et les différentes sociétés concernées, à savoir la SOMAGEP SA et l'énergie du Mali SA, pour le rétablissement, n'est-ce pas, de ces infrastructures. Il y a des renforcements de capacités dans le domaine de l'énergie qui vont être opérés à Mopti, Tombouctou et Gao. Dans le domaine de l'eau, pareil, les infrastructures vont être reconstruites. J'ai pris mes fonctions il y a quelques jours et que pour moi, le développement et tout ce qu'on pourra faire pour le Mali dans ce cadre-là, c'est très important. Et symboliquement, je me réjouis que les premiers secteurs soient ceux de l'eau et de l'énergie. Ces opérations permettront à coup sûr de relancer l'économie en permettant aux opérateurs économiques de redémarrer leurs activités sérieusement atteintes suite aux événements survenus dans cette partie du pays. Par ailleurs, le ministre de l'économie et des finances a reçu une lettre de notification pour la somme de 25,6 milliards de francs CFA pour le financement partiel du projet Kabbalah destiné à l'alimentation en eau de la ville de Bamako. La Direction nationale du commerce et de la concurrence tient depuis ce matin son conseil de direction. Au cours des travaux, la structure va examiner le rapport d'activité 2012 et le programme 2013. Le thème de la rencontre est « Relance des activités économiques, rôle de la Direction nationale du commerce et de la concurrence ». Compte rendu, Adama Kodjo. Donner un nouveau souffle au commerce et à l'industrie pour la relance économique, telle est l'ambition majeure du Conseil de direction du Service national du commerce et de la concurrence. Pour ce faire, les membres du Conseil examinent les différentes réalisations de la direction durant l'année écoulée et procèdent à l'analyse du programme de 2013. En 2012, l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, la stabilisation des prix et la protection du droit des consommateurs ont été au centre des activités menées par la structure. Les défis à relever sont nombreux. Notamment le suivi du ravitaillement correct des populations en denrées de première nécessité et à des prix compatibles avec leur pouvoir d'achat. L'assainissement du marché à travers la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale. La transparence dans les transactions commerciales par l'exigence de mesures et instruments de mesures fiables. Le respect des normes et de la qualité des produits.
la professionnalisation du secteur privé à travers un meilleur encadrement du secteur informel en vue de faciliter sa transition vers le secteur formel. L'amélioration de la participation au Mali au système commercial multilatéral par l'appui à l'augmentation de l'offre de produits exportables. Pour relever les défis de la relance des activités économiques, une synergie d'action s'avère nécessaire. Je demeure convaincu que rien ne sera plus comme avant pour la quête constante de la performance et du professionnalisme. Dans ce cadre, le gouvernement ne ménagera aucun effort en relation avec les partenaires techniques et financiers pour mener à bien les réformes institutionnelles indispensables à opérer pour l'atteinte des missions assignées au service du commerce et de la concurrence. Les participants auront droit à des communications sur l'état de la concurrence au Mali et la méthode d'élaboration du budget programme. International vient d'élaborer un plan d'urgence dont le financement nécessite un budget de près de 5 milliards de francs CFA, une somme qui devra être mobilisée avec l'appui d'autres partenaires. Par cette action, Plan International entend accompagner les enfants du nord de notre pays dans leur scolarisation. Reportage Mohamed Diarra. Sur les 450 000 déplacés ou réfugiés maliens, 51% sont des enfants. La plupart de ces derniers n'ont pas pu aller à l'école. Certains ont même été traumatisés à cause des pratiques des occupants. Aujourd'hui, la situation des tout-petits s'améliore avec le retour de la paix. C'est le constat fait par le directeur exécutif adjoint du Plan International qui vient de boucler une tournée dans la région de Tombouctou et Ségou. Le Plan International exhorte les gouvernements donateurs à ne pas oublier les besoins des enfants dans leur budget pour sécuriser Mali. Plan croit que les gouvernements donateurs devraient consacrer une partie de leur budget de guerre aux besoins humanitaires des enfants touchés par le conflit. Le conférencier salue au passage les efforts consentis par Plan Mali pour soutenir les enfants et particulièrement les filles. Du début de la crise à nos jours, Plan a investi plus de 500 millions de francs CFA dans la scolarisation des enfants. Près de 5000 kits scolaires ont été remis aux élèves de la ville de Tombouctou. Et pour montrer son attachement à la cause des enfants, Plan International compte mobiliser environ 5 milliards de francs CFA pour permettre à un grand nombre d'enfants à poursuivre leurs études. Plan International lance un appel de 9,6 millions de dollars pour aider les enfants à poursuivre leurs études, à bénéficier de soutien psychosocial approprié et d'avoir accès à l'eau potable, aux soins de santé dans une condition d'endormissement et d'hygiène acceptable. Au cours de son séjour, le directeur exécutif adjoint du Plan International a rencontré les élèves à Tombouctou, Djabali et Siribala. Ces échanges lui ont permis de comprendre les problèmes de ses enfants. Les travaux de la rencontre de haut niveau sur le processus électoral ont pris fin hier à Bamako. NDI et AIFES, les deux organismes, voulaient harmoniser les points de vue des différents acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment les acteurs politiques. Reportage Youssouf Diakité. En initiant cette rencontre de haut niveau entre les acteurs politiques, NDI et AIFES voulaient gagner le pari de l'implication de tous les acteurs dans le processus électoral. À entendre les initiateurs de la rencontre, les attentes sont comblées. Nous avons pensé qu'en créant un espace de dialogue, d'échange et d'information, les différents acteurs, comme les partis politiques, la société civile, les médias, peuvent être apaisés et acquérir des informations qui sont importantes, je dirais même essentielles, pour leur participation efficiente dans le processus électoral. Nos attentes sont comblées, en ce sens que nous avons eu la participation de tous les organes en charge du processus électoral, l'administration du territoire, la délégation générale aux élections, la Commission nationale électorale indépendante et les partis politiques. Pendant les débats, plusieurs thématiques sont abordées, notamment la gestion définitive de la crise qui passe par la sécurisation totale du pays et surtout la réussite des élections. On ne savait pas si tout le monde allait pouvoir s'ouvrir, d'abord au niveau des autorités gouvernementales qui ont la charge d'organiser des élections. Et là, nous avons été agréablement surpris. Au départ, on ne savait pas si les participants venant de différentes tendances politiques allaient pouvoir s'entendre et aller discuter, échanger de façon calme et posée. Et effectivement, vous avez constaté que pendant les 2 journées, le débat était très riche, très dense, parfois même très animé, mais tout le monde est resté vraiment sur l'essentiel. Tous conviennent que pour le succès des élections de 2013, qu'il faut un sursaut collectif.
Activité politique, le président du parti MODEC, Mouvement pour un destin commun, a animé hier une conférence de presse avec les journalistes. Koniba Sidibé et ses collaborateurs ont évoqué les grandes questions intéressant la vie de la nation. Il s'agit de la sécurité, du développement humain durable et du bien-être et bien d'autres sujets. Reportage Youssouf Diakité. Le Mali doit changer de pratique de gouvernance. Sans cela, nous n'avancerons jamais. Voilà, c'est ce qu'a laissé entendre en introduction le président du parti MODEC, Mouvement pour un destin commun, sans occulter les autres questions. Questions relatives à la sortie définitive de la crise, à l'organisation des élections. Là, les journalistes ont posé des questions si réellement le parti MODEC est prêt. Nous sommes prêts pour ce qui nous concerne. Et je serai effectivement le candidat qui va porter les couleurs du MODEC. Le Mali aujourd'hui, et depuis très longtemps déjà, fait partie du peloton de queue. Ce qui concerne le développement humain durable. Et selon le classement des Nations Unies, nous sommes encore à la 182e place sur 187 effectivement. Et il faut bien reconnaître à l'évidence que peu de progrès ont été faits à ce niveau-là, en raison des pratiques de mauvaise gouvernance qui sont en vigueur dans le pays. Et notre défi, le défi que notre parti cherche à relever principalement, c'est engager le pays dans un processus de bonne gouvernance qui puisse lui permettre de récupérer la place qui doit être la sienne dans le concert des nations. Le président a par ailleurs insisté sur la restauration de la valeur travail et la justice sociale. Mais le point clé selon lui reste la sécurisation totale du pays. Ce qui se passe à Kidal ressemble à presque une sécession. Et nous sommes d'avis qu'il faut que l'armée malienne récupère toute sa place et dans les plus brefs délais à Kidal pour que l'intégrité territoriale du Mali soit rétablie dans sa totalité sur tout le territoire du Mali. Le président du parti MODEC, en conclusion, estime que pour atteindre ces objectifs de bonne gouvernance, de la sécurisation totale du pays et l'organisation des élections, il faut une synergie de tous les acteurs, notamment les acteurs politiques. À Ségou, la mission d'information, de sensibilisation et de mobilisation autour des élections de 2013 s'est achevée aujourd'hui par les étapes de Baraweli et de Ségou. Partout où le gouverneur Thierno Boubacar Sissé est passé, il a demandé aux populations de se procurer de la carte Nina, condition sine qua non pour voter cette année. Ségou, le point, c'est avec Dougou Fana Traoré. À Baraweli et à Ségou, les responsables politico-administratifs, la société civile et les notabilités se sont fortement mobilisés pour suivre le message du gouverneur sur les élections à venir. Leurs préoccupations ont porté sur le retrait de la carte Nina pour les électeurs ayant changé de lieu d'enrôlement de résidence, les mineurs enrôlés mais n'ayant pas de photos sur leur carte Nina. Le rôle des maires dans la réussite du processus électoral, la gestion des cartes non enlevées, la procuration, entre autres. En réponse, le gouverneur de Ségou a déclaré qu'une carte Nina sans photo ne peut pas voter. Le retrait de la carte Nina est individuel et personnel. Tout électeur ayant quitté son lieu d'enrôlement par quelque motif que ce soit peut voter à condition de se présenter à temps aux commissions de distribution. À Baraweli, l'administration accuse un léger retard dans l'exécution du chronogramme régional, d'où ce message de fermeté du gouverneur de Ségou. Les élections de cette année doivent être suivies de très près. Qu'on puisse faire le plus rapidement possible le dispatching dans toutes les communes, à savoir le matériel et les documents. Appel entendu par les autorités de Baraweli. Nous allons essayer de faire la formation des équipes, des coordinateurs et des superviseurs. Direction Tumboutou, là-bas, depuis les derniers événements, le commandement militaire a renforcé le dispositif sécuritaire à l'intérieur tout comme à l'extérieur de la ville. Tous les engins sont systématiquement soumis à des fouilles et des patrouilles sont organisées pour rassurer les populations. On fait le point avec Adama Djimde. Les terroristes s'étaient infiltrés pour attaquer nos forces armées de sécurité. Nos hommes n'ont pas lésiné sur les moyens pour les détruire. Dès lors, à Tombouctou, le dispositif sécuritaire est renforcé afin de prévenir toute éventualité. Les principales entrées sont sous surveillance perpétuelle. Ici, c'est le checkpoint S. Donc, il y avait quelques pick-up qui assuraient la sécurité. Mais depuis les dernières attaques, on a envoyé toute une section renforcée avec des armes lourdes à bord. On a mis des fils de barbelés, on a mis des barriques, des sacs remplis de sacs
on a occupé toutes les maisons se trouvant aux abords du checkpoint pour essayer d'avoir une vue large sur la direction de provenance de l'ennemi. Je dirais que la sécurité est garantie à 90%. Le reste, on prendra des dispositions si jamais le checkpoint a été attaqué. Donc, je suis sûr que nous sommes en mesure de contrer l'ennemi jusqu'à ce qu'un éventuel renfort arrive. À travers la ville, certaines voies ont été entièrement fermées à la circulation. Des soldats sont prépositionnés sur les toits. La prudence est de mise et la vigilance permanente. Chacun à son poste sous un commandement unifié. À tout cela, il convient d'ajouter les patrouilles mixtes pour dénicher et détruire les forces du mal où elles se trouvent. En temps de guerre, ce nouveau dispositif est une nécessité, voire une obligation, car la sécurité des soldats et celle de la population civile en dépend. Je vous le disais dans les titres, 51 millions de francs CFA, c'est le coût d'investissement de la réhabilitation d'une partie du marché de Gao, financé par l'opération Serval. Ces magasins serviront à relancer les activités génératrices de revenus de plus de 500 femmes de la cité des Askia. Cette réhabilitation intervient après la destruction partielle du marché suite à l'intervention des forces armées maliennes alliées contre l'avancée des terroristes le 21 février dernier. Reportage d'Aouda Zoumana Traoré. Cette réhabilitation qui a mis sur pied un grand hall, des magasins et des centaines de hangars a déblayé le chemin du marché à 500 femmes commerçantes de Gao. Avant l'intervention du 21 mars dernier, endommageant cet espace, ces femmes vendaient du poisson, des légumes et d'autres articles. Maintenant, ce n'est que partie remise. Population de Gao et environnant, vous devez estimer heureux. Vous êtes libre. Et vous avez là où vendre et acheter. Vos frères français nous ont aidés. Le geste est donc plus important que le coût investi. L'opération Serval a bien voulu exécuter ce travail en tenant compte de l'expertise malienne. La force Serval a décidé, en accord avec les autorités de la ville de Gao, de financer la réhabilitation des deux marchés pour une valeur de 51 millions de francs CFA. 7 entreprises ont travaillé sur ces projets pendant 1 mois et demi, employant près de 70 personnes, dont des jeunes des associations de la ville de Gao. Le préfet de Gao, Seydou Tembeli, en encourageant ce premier chantier, dira que le flambeau de la reconstruction est désormais transmis aux autorités et à la population de Gao, dans l'optique de bâtir une région plus belle, plus sécurisée et plus forte. Le chef de l'exécutif régional apprécie ce joyau qui donnera un coup d'accélérateur à l'économie régionale. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait fiers de recevoir la première infrastructure dans le domaine du développement économique de Gao. C'est quelque chose de grandiose parce que c'est ici, effectivement, dans ces marchés-là, que les femmes, les hommes, effectivement, trouvent quelque chose pour pouvoir non seulement se nourrir, s'habiller, traiter les enfants et même éduquer les enfants. La bonne gestion et l'entretien de ce marché doivent prévaloir, conclut le gouverneur. Nous restons à Gao, dans la région. Depuis la libération de la ville d'Ansongo et l'arrivée des autorités administratives, les populations vaquent librement à leurs occupations. Le petit commerce a repris. Les femmes s'activent à la recherche de financement pour le redémarrage de leurs activités génératrices de revenus. Drissa Koni depuis Ansongo. Les populations à Ansongo vivent généralement de maraîchage, d'élevage et de commerce. Ces activités sont pratiquées à 50% par les femmes. Depuis la libération de la ville, ces activités génératrices de revenus tardent à reprendre. Les AGR se portent, je veux dire, pas bien, parce que nous sommes en face du siège des femmes. Vous voyez comment c'est saccagé. Mais avec le retour de l'administration, nous espérons et nous comptons qu'il y aura un développement pour les femmes. Quelques commerçants commencent à voir le bout du tunnel grâce au retour de l'administration et des populations déplacées. Avec l'arrivée du militaire, vraiment ça va un peu maintenant. Avant, ça ne roule pas bien parce que les gens ne sont pas là. Bon, maintenant les gens commencent à revenir. Les autorités municipales tentent de redonner vie à ces activités malgré leurs difficultés. L'économie avec l'apport des ONG, et le redémarrage est effectif. Bien sûr, quelques commerçants sont partis, mais je crois que
Aujourd'hui, on ne manque de rien. La mairie ne fonctionne pas encore. Comme l'union fait la force, le préfet appelle à cette union et à la réconciliation. Aujourd'hui, si on est là, nous ne pouvons pas faire mieux que de demander aux gens d'accepter, de s'occuper d'autre chose que de se voir en ennemi. Parce que c'est fini. On n'a pas des armes au temple pour nous demander pardon. On est en nous-mêmes, entre nous, réconciliés en nous-mêmes, on demande à ce qu'on se pardonne. Cependant, Ansongo n'a jamais connu d'action entamant sa quiétude de janvier, date de sa libération à nos jours. La première dame était ce matin à Kita. Sur place, Traoré Muntu Doucouré a remis des vivres d'une valeur de près de 5 millions de francs CFA aux enfants du village SOS de Kita. Un geste qui s'inscrit dans la suite logique des dons remis cette semaine par l'épouse du président de la République par intérim aux femmes veuves de militaires et déplacés. Des dons rendus possibles grâce aux premières dames d'Afrique qui se sont mobilisées pour venir en aide aux populations maliennes victimes de la crise. Traoré Muntu Doucouré était accompagné à Kita par le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant et celui de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées. Nous reviendrons sur cette visite, donc cette remise de dons aux enfants SOS du village de Kita dans nos éditions de demain avec nos envoyés spéciaux Ndei Sissoko et Aruna Diara. Sur un tout autre plan, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a tenu une réunion relative à la restitution des résultats de la mission préparatoire de la campagne du pèlerinage musulman 2013. Pour plus de détails, voici le reportage de Khadija Toukone. Pour une bonne organisation du Hajj 2013, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a tenu sa première réunion de prise de contact, occasion pour évaluer la campagne de 2012 et organiser celle à venir. Chaque année, avant le début de la campagne, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire prend une décision pour désigner les membres de cette commission nationale d'organisation du pèlerinage. Cette commission a pour mission d'examiner toutes les questions relatives à l'organisation du pèlerinage sur les lieux saints de l'islam et faire des recommandations au ministre de l'administration territoriale allant dans le sens de l'amélioration de l'organisation du pèlerinage. Du 12 au 22 mars 2013, une délégation s'est rendue en Arabie Saoudite pour discuter des préparatifs du pèlerinage de 2013. On a rencontré les institutions et les organismes chargés de l'organisation du pèlerinage à Jeddah, à Médine et à la Mecque. Vous savez qu'une bonne organisation du pèlerinage repose sur 3 piliers. Le transport, l'hébergement et la restauration. On a été satisfait des résultats de notre mission. Cette année, une commission d'organisation de 17 membres a été mise en place pour l'organisation du lancement de la campagne du Hajj de 2013 prévue pour le mois de juin prochain. La Semaine mondiale d'action pour l'éducation pour tous a lancé ce matin son programme d'activité. Le thème retenu pour cette 3e campagne est « Chaque enfant a besoin d'un enseignant qualifié ». Pour cette édition, la coalition prévoit l'organisation d'une conférence-débat sur la problématique liée à l'insuffisance d'enseignants qualifiés. Reportage Garibou Pérou. Des millions d'enfants à travers le monde abandonnent l'école avant même d'avoir achevé un cycle primaire, selon des études de la communauté internationale. Ainsi, chaque jour qui passe laisse des milliers d'enfants en proie à l'ignorance. La Semaine mondiale de l'éducation a été instaurée pour mettre fin à cette situation. Le thème retenu pour la campagne 2013 est « Chaque enfant a besoin d'un enseignant qualifié ». Le thème de cette année met le focus sur la qualité de l'éducation, c'est-à-dire si elle permet d'apprendre, à connaître, à faire, à vivre ensemble et à être. Je veux que vous, les enfants, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du Mali, que vous le compreniez bien et que vous assumiez vos responsabilités. Il n'y a que vous pour défendre votre cause. Personne d'autre ne pensera à vous. Chacun de nos dirigeants pense d'abord aux siens, à ses enfants et à sa famille. Et le reste, peut-être. Le respect des règles déontologiques de la part des éducateurs est indispensable à la réussite des scolaires. Un enseignant bien formé, c'est des élèves, filles et garçons bien éduqués. Le bas niveau actuel de nous, les élèves, n'est-il pas tributaire de la qualité de nos maîtres?
dont la plupart n'est pas le produit d'écoles de formation de maîtres. À travers cette semaine mondiale pour l'éducation, la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous au Mali entend informer l'opinion publique et interpeller tous les décideurs afin d'atteindre l'objectif de l'éducation publique universelle d'ici 2015. Bamako a abrité cette semaine la deuxième session du conseil de surveillance de l'opération création d'un berceau de race bovine Ndama à Yanfolila. Au menu de la session, l'examen du rapport d'activité et les perspectives. Cette rencontre d'évaluation se situe dans le cadre d'un projet dont l'objectif est de booster le secteur de l'élevage dans le secteur de Yanfolila, Tiemogo Konate. Les suivis zootechniques et la formation des agents en informatique sur le diagnostic des trypanosomoses animales africaines sont entre autres activités inscrites dans le rapport 2012. Le document est soumis à l'appréciation des participants à la deuxième session du conseil de surveillance de l'opération création d'un berceau de la race bovine Ndama à Yanfolila. Une session au cours de laquelle les participants vont définir des stratégies susceptibles de booster l'élevage du bétail ruminant endémique dans le cercle de Yanfolila. Il s'agit de la race bovine Ndama, des ovins, des caprins et des moutons dialonqués. Il s'agit aussi de faire des sensibilisations au niveau des élevages pour que le paquet technologique pour l'amélioration de l'élevage puisse être vulgarisé. Cela se fait à travers la mise en œuvre d'un schéma de sélection élaboré. La session s'inscrit dans la mise en œuvre d'un projet démarré en 2010 dont les premières phases ont enregistré des avancées significatives. Parmi les acquis, on retient la réalisation des marchés à bétail, de barrages de retenue d'eau, de parcs de vaccination et de centres d'alphabétisation. Des réalisations qui constituent sans nul doute un appui au ministère de l'élevage et de la pêche dans l'atteinte de ses objectifs. Parmi les acquis de l'ONDI, on peut retenir également l'identification des gènes responsables de la trypanotolérance, la connaissance et la maîtrise du ranching qui paraît être une des bonnes voies d'identification de l'élevage et d'intensification en zone tropicale. La production de reproducteurs de qualité pour l'amélioration des élevages villageois et l'exportation dans la sous-région. L'objectif global du projet est d'accompagner les acteurs du monde rural dans la lutte contre la pauvreté. D'un conseil à un autre, l'agence malienne de radioprotection vient de tenir la 8e session de son conseil d'administration sur une prévision de plus de 410 millions de francs CFA. Environ 123 millions seulement ont été mobilisés, soit un taux de réalisation de 31%. La diffusion des missions de l'agence est le principal défi en 2013. C'est ce que nous dit Agali Agagissa. Créée en 2013, l'agence malienne de radioprotection AMARAP se fixe comme objectif la réduction des effets néfastes des rayonnements ionisants sur les personnes et l'environnement. L'homme n'a aucun organe de sens qui puisse lui permettre de détecter les rayonnements ionisants. C'est des rayonnements qui cassent l'ADN et toute blessure ou toute brisure de l'ADN peut provoquer des conséquences. À l'occasion de cette 8e session, les administrateurs ont examiné les rapports d'activité technique au titre de l'année écoulée. Les résultats semblent satisfaisants malgré la faible mobilisation de ressources financières, soit un taux de réalisation d'environ 31%. D'ores et déjà, sous l'impulsion du conseil d'administration et de mon département, l'agence a enregistré des avancées significatives dans la surveillance dosimétrique des établissements en matière de sécurité nucléaire. En effet, l'agence a à son actif la surveillance dosimétrique permanente de 600 travailleurs dans 22 établissements hospitaliers. Toutefois, ces résultats ne permettent pas encore la connaissance de l'agence du grand public. C'est pourquoi les administrateurs entendent développer des stratégies pour mieux promouvoir les missions de l'AMARAP. Nous avons pensé qu'il faut d'abord nous faire connaître, c'est-à-dire expliquer, sensibiliser, que les gens sachent qu'est-ce que nous devons faire. Et après ça, expliquer à chacun son devoir. Les produits de l'AMARAP sont entre autres la délivrance des autorisations de détention et l'utilisation des sources de rayonnement ionisant, l'organisation périodique des inspections radiologiques programmées.
À Koulikoro, la délégation du Conseil économique, social et culturel a rencontré les responsables régionaux sur les attentes et besoins des communautés de la deuxième région. Les préoccupations majeures évoquées au niveau de la région de Koulikoro tournent autour de la mécanisation de l'agriculture, les moyens logistiques, humains et financiers et la transformation des produits locaux, entre autres. Seydou Traoré. Après 15 jours de tournée dans les 7 cercles de la deuxième région, la mission classique du Conseil économique, social et culturel est venue porter à la connaissance des acteurs régionaux le recueil annuel 2012 de l'institution, ainsi que les besoins et attentes collectés sur le terrain. À travers l'exposé du chef de la délégation du Conseil économique, social et culturel, les communautés de la deuxième région ont signalé pratiquement les mêmes préoccupations dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Il s'agit entre autres de l'absence d'une agriculture moderne, le manque de moyens logistiques, humains et financiers dans les administrations et les problèmes de transformation ou de vente des produits locaux. La région de Koulikoro est une région très riche qui a beaucoup de potentialités et dont les populations sont vraiment motivées. Mais ce que nous avons signalé, c'est qu'il y a des problèmes d'organisation, n'est-ce pas, de plusieurs secteurs tels que le secteur de l'agriculture, le secteur de la pêche, le secteur de la chasse et le secteur économique en gros, qui sont des secteurs vraiment sur lesquels le développement de la région même se repose. Les préoccupations critiques et suggestions issues de cette rencontre serviront à améliorer les données collectées sur le terrain afin de mieux élaborer un document final sur les besoins et attentes des communautés de la région de Koulikoro. Même exercice à Caille, une mission nationale du Conseil économique, social et culturel vient de séjourner dans la cité des Rails. Elle a rencontré les responsables régionaux dans le cadre de la synthèse régionale de la collecte des attentes et préoccupations des populations de la première région. Il ressort de cette rencontre que les préoccupations recensées en 2012 dans la région n'ont pas trouvé de solution à cause de la double crise sécuritaire et politique que connaît notre pays. Reportage Jafar Aïdara. Cette rencontre des responsables de la région de Caille avec la mission nationale du Conseil économique, social et culturel a permis de faire la synthèse régionale de la collecte des attentes et préoccupations des populations en 2012. Entre autres, dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la santé, de l'éducation, de l'environnement. Ces problèmes rencontrés ont pour nom insuffisance de personnel, de moyens de matériel logistique, insuffisance de points d'eau, d'infrastructures routières et hôtelières. Tous ces problèmes demeurent sans solution. C'est une mission de routine que le Conseil économique, social et culturel fait chaque année. L'année 2012 a été une année particulière avec la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement. Nous avons même remis officiellement le recueil de 2012 aux autorités compétentes. Au cours de cette rencontre, des préoccupations et attentes ont été formulées, parmi lesquelles la réhabilitation des postes de sécurité de Melga et de Kalnioro, création des postes de secours, de la protection civile dans tous les cercles, création des commissariats de police dans tous les cercles, mise en place d'une compagnie d'infanterie dans le cercle de Baflabé et la réhabilitation du grand marché de Caille dans les brefs délais. Sécurité à présent, retour à Bamako. Le ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a organisé hier une patrouille d'envergure à travers les 6 communes du district de Bamako. L'objectif de cette opération est de contrôler les véhicules engins à 2 roues, d'appréhender et de traquer d'éventuels bandits. Notre reporter Agibou Koulibaly a suivi les patrouilles. Voici son reportage. Contrairement aux patrouilles d'envergure passées, celle du vendredi soir a permis aux 300 éléments de nos forces de sécurité de se rendre dans les zones réputées les plus dangereuses de la capitale. Un vœu du tout nouveau directeur général de la police nationale. La patrouille que vous allez effectuer ce soir, j'entends qu'elle produise des résultats. Pas des résultats avec des abus, pas des résultats avec des entorses aux lois et aux règlements de ce pays. C'est dans les rues non éclairées que je vous demande de patrouiller. Une opération au cours de laquelle les 4 secteurs représentant les 6 communes du district de Bamako ont été sillonnés par les commissaires et leurs troupes pour des raisons de contrôle. Une patrouille que les populations apprécient diversement. On est très content pour la patrouille, parce que c'est notre sécurité. Ça fait un bout de temps, il vient ici. Vraiment, c'est bon pour nous-mêmes, quoi. À Kalabambou, ici, on n'a pas de lumière. Donc, ici, il peut y avoir tellement de choses, telles que des banditismes, des vols,
des viols, quoi. Nous ne savons pas. Si on savait, on n'allait pas jouer de la musique jusqu'à une telle heure de la nuit. Cette patrouille est sanitaire. Cette patrouille d'envergure de 5 heures environ a donné des résultats encourageants. Pour cette patrouille d'envergure, les consignes données par le directeur général de la police nationale ont certainement beaucoup pesé sur ce résultat. Une situation qu'il convient de pérenniser dans le futur pour le plus grand bonheur des populations. Point de presse ce matin à la Fédération malienne de football. À l'ordre du jour, l'Assemblée générale élective de la Fédération malienne de football. Les questions des journalistes ont porté sur le mandat de l'actuel bureau du comité exécutif qui doit être prolongé de 5 mois. Compte rendu Abdul Karim Kaba. La phase transitoire des textes de la Fédération malienne de football donne lieu à des polémiques. En effet, le mandat de l'actuel bureau du comité exécutif doit prendre fin le 12 juillet prochain. Mais lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la FEMAFOOT du 21 mai 2011, les articles 30 et 104 ont été adoptés à l'unanimité. Ceux-là qui sont en train de contester la présente décision étaient présents au moment de l'élaboration de ce texte et le changement de délai apporté 90 jours, si ma mémoire est bonne, n'a fait l'objet d'aucun débat. Personne ne l'a contesté. C'est vrai, des problèmes peuvent être créés. À la base, on peut ne pas s'en apercevoir. Qui ne l'ait pas contesté ce jour ne les empêche pas de le faire aujourd'hui. Mais tout le monde a été quand même mis en état de contester depuis à la base la modification proposée et désormais adoptée et qui vaut loi pour nous. Ces articles 30 et 104 prolongent le mandat de l'actuel bureau fédéral à 5 mois, d'où l'origine des pommes de discorde. Ce n'est pas propre qu'au monde du football, c'est propre à toutes les situations transitoires, je veux dire transitions créées par les textes. Cela est normal et je l'ai dit dans mon propos, on ne peut pas prétendre à la légalité et vouloir être géré par des textes qui par définition sont abrogés. En attendant une bonne compréhension dans les différents camps, le football malien risque une crise. Est-ce que notre sport roi a-t-il besoin de cette image en ces temps-ci? C'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci également à tous ceux qui ont pris part à sa réalisation. Merci de votre aimable attention. Autre rendez-vous avec l'actualité demain 13h avec Sira Batili. J'aurai le plaisir de vous présenter la grande édition du soir. Vous pourrez revoir cette édition en visitant notre site www.ortm.ml. Tous derrière les forces armées de sécurité du Mali et leurs alliés pour la victoire finale. Qu'Allah bénisse le Mali. Au revoir.